Je m'intéresse à lui, à elle, mais aussi à lui, à elle, à eux. Je les observe, les analyse, essaye de comprendre comment ils fonctionnent, car comprendre le monde du vivant qui m'entoure, c'est pouvoir mieux vivre avec lui. Et cette année, c'est la mienne, l'année de la biologie. Je suis ravie d'être là devant vous. Alors c'est vrai que j'ai pris un peu de temps pour sortir de mon laboratoire pour venir vous exposer un petit peu ce qu'on sait sur notamment les dérégulations du comportement alimentaire et notamment l'obésité. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Il se peut que ce soit un peu compliqué pour vous parce qu'il y a des mots, des termes que vous n'aurez peut-être jamais entendus. Alors notez-les. Je vais essayer. D'habitude, je fais intervenir les élèves. Là, comme c'est enregistré, on va essayer de ne pas vous faire intervenir durant les 30 minutes de la conférence, mais notez tout ce que vous ne comprenez pas, les mots compliqués, et pendant le temps de discussion, à ce moment-là, vous n'hésitez pas, vous ne serez pas timide et on pourra discuter de manière plus informelle. Alors, comme John vous l'a dit, je suis chercheur. Je travaille à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire. C'est à Sophia Antipolis, alors c'est pas loin de chez vous, on s'est déplacé sur quelques kilomètres, et c'est un institut qui regroupe une vingtaine d'équipes qui travaillent toutes sur des maladies du cerveau comme l'épilepsie, Alzheimer, notamment. Bon, il y a d'autres maladies, mais nous, notre équipe, elle s'intéresse plus particulièrement au rôle du cerveau dans les dérégulations du comportement alimentaire, à savoir anorexie ou obésité. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de l'obésité parce que c'est un problème majeur de santé publique et c'est quelque chose qui nous concerne tous. Voilà. Donc, je vais essayer d'être le plus simple possible et noter tout ce que vous ne comprendrez pas, n'hésitez pas. Voilà, donc le rôle du cerveau dans l'appétit. Donc, comment on caractérise l'obésité? Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On la caractérise par l'indice de masse corporelle ou IMC. Et l'indice de masse corporelle, ça se calcule sur le poids en kilogrammes divisé par la taille au carré. Voilà. Alors, en général, là, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre calculette, mais selon le public auquel je parle, ils sont tous là à regarder s'ils rentrent dans l'IMC correct ou pas, puisqu'on commence à dire, on commence à parler d'obésité lorsqu'on a une IMC égale ou supérieure à 30. Alors, pour illustrer ça, je vous ai représenté quelques chiffres. On dit qu'on a un IMC normal lorsque la personne est comprise entre 18 et 25. Lorsqu'on a un IMC compris entre 25 et 30, on dit qu'on est en surpoids. Un IMC entre 30 et 35, on commence à parler d'obésité. Entre 35 et 40, on parle d'obésité sévère. Et lorsqu'on a un IMC supérieur à 40, on commence à parler d'obésité morbide. Alors, l'obésité morbide, c'est lorsque l'obésité est associée à des comorbidités ou des maladies qui peuvent entraîner la mort. Alors là, c'est juste à titre illustratif. Si vous êtes un homme de 1m75, si vous pesez entre 55 et 77 kg, vous avez un poids normal. 77 à 92 kg, vous êtes un surpoids. 92 107 kg, on commence à parler d'obésité. 107 à 122 kg, on parle d'obésité sévère. Et plus de 122 kg, on parle d'obésité morbide. Alors, évidemment, c'est illustratif parce qu'on doit quand même adapter l'IMC à votre sexe. Donc, si vous êtes une femme ou un homme, vous n'avez pas forcément la même masse musculaire, par exemple, et donc l'IMC est adaptable. Sachant que si vous avez plus de muscles, votre poids va augmenter. L'âge est aussi important. Si vous êtes jeune et que vous comparez votre IMC à celui de vos grands-parents, par exemple, à des seniors, bien évidemment que les seniors ont une masse musculaire qui va avoir tendance à fondre. Et donc là aussi, l'IMC doit être adaptable. Pareil, si vous êtes sportif ou non sportif, là, votre IMC va être adaptable aussi. Alors maintenant, on sait, nous, à notre époque, on est un peu vieux, ça n'existait pas chez même des balances super modernes, mais
mes enfants qui ont à peu près votre âge vont acheter ça, un impédance mètre, je crois que ça s'appelle, où vous pouvez régler votre poids, si vous êtes sportif ou pas, votre âge, et en fonction de ça, ça détermine l'IMC que vous devez avoir. Voilà, donc ça, vous pourrez le faire chez vous si vous le souhaitez. Donc, l'obésité, comment on peut la définir aussi? C'est par l'excès de graisse qui est stocké dans les adipocytes. Alors, les adipocytes, vous en avez aussi peut-être entendu parler, c'est les cellules adipeuses. C'est les cellules qui se situent ici, au niveau de votre ventre, de votre abdomen. Et ces adipocytes, ils ont tendance à augmenter de taille lorsque vous devenez en surpoids ou lorsque vous êtes obèse, puisque c'est le carburant, en fait, hein, c'est utiliser le gras qui est stocké dans les adipocytes est utilisé un petit peu comme un carburant, en fait. Donc ça, je passe, voilà. Et donc, l'obésité, ça aussi, je pense que ça c'est assez simple et vous en avez peut-être déjà entendu parler lors de reportages à la télé ou lors de reportages scientifiques, si vous en regardez, c'est associé à de nombreuses complications et c'est pour ça qu'on l'a défini comme un problème majeur de santé publique. Alors notamment, c'est associé à des problèmes de sommeil, associé à des survenus d'accidents vasculaires cérébraux, parce que c'est la troisième cause, et même maintenant en 2021, je crois que c'est devenu la deuxième cause, l'obésité est devenue la deuxième cause de survenus des accidents vasculaires cérébraux. C'est associé à des maladies cardiaques, à des maladies pulmonaires, à des maladies hépatiques. Alors, la stéatose hépatique, souvent, est vraiment associée à des problèmes d'obésité. Le diabète de type 2, ça, c'est le plus connu et c'est la maladie majoritaire associée à l'obésité. Alors, il y a également des pancréatites, des problèmes d'infertilité chez la femme, des calculs biliaires, un certain nombre de cancers sont associés à des problèmes d'obésité, les maladies articulaires, arthrite, fractures, phlébite, gouttes, et certains autres problèmes, et notamment les problèmes de dépression et de l'humeur, d'estime de soi, qui sont souvent associés à des problèmes d'obésité. Alors, les causes sont multiples, hein, on en connaît certaines. Alors, il y a des facteurs psychologiques, des facteurs héréditaires, des causes médicamenteuses, des causes hormonales. L'arrêt du tabac, pour ceux qui fument, vous savez tous que si on arrête de fumer, on a tendance à prendre du poids et à grossir. Le manque d'activité physique et les régimes hypercaloriques, c'est-à-dire la cause nutritionnelle. Régime hypercalorique, c'est-à-dire qu'ils sont enrichis en lipides ou en sucre. Alors, si je vous demandais que représente la cause nutritionnelle comparée à toutes les autres causes, si on définit ça en pourcentage, d'après vous, combien ça peut représenter en pourcentage d'être timide? Moi, du coup, je vais vous le dire, c'est 90%. D'accord? Donc, 90% des causes d'obésité sont dues à la cause nutritionnelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de causes génétiques, mais ça représente moins de 5% des causes totales d'obésité. Alors après, on pourra en parler dans la discussion, hein, mais quand je parle de régime hyperlipidique ou hyperglucidique, on pourra discuter de ça, de l'addiction au sucre notamment, parce que vous savez que le sucre, pour ceux qui vont au McDo, notamment, je pense que vous avez l'âge d'aller manger des hamburgers, c'est quand même beaucoup plus enrichi en sucre qu'en lipides, et le sucre est connu comme étant très addictif, et maintenant, il y a un certain nombre de laboratoires et un certain nombre d'études qui montrent que le sucre est même beaucoup plus addictif que les drogues et que la cocaïne. Notamment, il y a un groupe à Bordeaux qui a vraiment fait des belles études là-dessus, montrant que sur des souris, hein, montrant que le sucre est vraiment beaucoup plus addictif que la cocaïne. Voilà, ça, on pourra en rediscuter si ça vous intéresse par la suite. Alors évidemment, c'est ce que je vous disais, hein, qu'il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur l'obésité, parce que c'est un problème majeur de santé publique qui progresse sans cesse dans le monde. Alors, avant, effectivement, c'était connu comme étant une obésité, étant un problème du monde occidental, et notamment, on parlait d'obésité en Amérique du Nord et notamment aux États-Unis, mais maintenant, effectivement, c'est devenu un problème de transition nutritionnelle, et on sait que dans les pays en voie de développement, de plus en plus de McDo, notamment, ont vu le jour dans ces pays-là, et notamment en Afrique. Et donc, ces problèmes qui ne connaissaient pas du tout finalement, la surnutrition à la malbouffe, et bien, finalement, deviennent un petit peu identiques à ce qui se passe dans le reste du monde. Et on a également des problèmes de surnutrition et de malbouffe dans les pays en voie de développement. Alors,
Ça, l'INSERM, on parlait du CNRS, mais il y a un autre institut en France, c'est l'INSERM, qui est l'Institut national scientifique et en recherche médicale. Au CNRS, on pourra en parler tout à l'heure, c'est le Centre national de la recherche scientifique. Mais en tout cas, que ce soit ces deux organismes, on fait dans ces deux organismes des études, ce qu'on appelle les études épidémiologiques, essayant de montrer quels sont les pourcentages d'hommes, de femmes, en fonction de l'âge, du sexe, qui sont obèses, en surpoids, obèses, voire pouvant atteindre de l'obésité morbide. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y avait quand même un certain nombre d'études qui pouvaient être faites régulièrement sur ce sujet. Et là, j'ai essayé de vous illustrer de manière assez ludique ce qui pouvait se passer durant les 20-30 dernières années. Alors, en 1985, ça vous semble loin, hein, vous n'étiez pas né. D'abord, on va illustrer ce qui se passe aux États-Unis, puisque c'est quand même le pays où l'obésité est quand même il y a une prévalence à l'obésité la plus importante. Donc, vous voyez qu'en 1985, on a une prévalence à l'obésité qui peut être comprise selon les États entre 10 et 14%. Des années plus tard, en 2004, vous voyez que la majorité des États a une prévalence à l'obésité comprise entre 20 et 24% et que ça peut aller entre 15% pour certains États jusqu'à 25%. Si on illustre maintenant cette carte en 2021, la majorité des États est en rouge puisqu'on a une prévalence à l'obésité qui atteint 24-25%. Donc, c'est assez énorme. Ce qui nous intéresse de plus près, c'est ce qui se passe en France. Donc, si on regarde en 1997, vous voyez qu'il y a une prévalence à l'obésité qui est comprise entre 8 et 12%, à l'exception du Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez qu'en 2003, il y a une nette augmentation, une prévalence à l'obésité qui est comprise entre 10 et 14%, voire à l'exception également du Nord-Pas-de-Calais, ici en rouge, qui est plutôt à 15-16%. Et en 2009, nous avons une carte qui a encore évolué avec une prévalence à l'obésité comprise entre 12 et 16%. Et vous voyez que la France peut se diviser en deux avec une moitié nord qui est plus à 16% et une moitié sud qui est plus à 12-14%. Là, ici, c'est ce qu'on représente, c'est ce qui est représenté en 2009, mais finalement, en 2021, il y a une légère augmentation, mais vous verrez tout à l'heure que la prévalence à l'obésité, elle a un peu augmenté, mais elle est quand même toujours à 15-16%, donc ça, on pourra en discuter. C'est dû et ça peut vous concerner dans vos études, c'est dû aux méthodes de prévention et qui font que ça fait quand même prendre conscience et aux enseignants et à vos parents et finalement et à vous-même que c'est important de manger correctement et toutes ces études de prévention ont fait qu'on arrive quand même maintenant à une certaine stagnation de l'obésité. Donc là, c'était juste pour vous montrer qu'en fonction des régions, on a toujours le Nord-Pas-de-Calais qui est en tête avec 20,5% prévalence de l'obésité et finalement, ce qui tombe bien, c'est que notre région, Rhône-Alpes et PACA, donc le sud-est de la France, c'est nous qui sommes le moins obèses. Alors, la Corse, c'est pas qu'elle est non française, hein, c'est qu'aucune étude épidémiologique à ce jour, comme ça, c'est une étude épidémiologique réalisée par un laboratoire pharmaceutique Roche. Pour l'instant, il n'a pas réussi à faire d'études épidémiologiques en Corse. Voilà. Mais et effectivement, en Corse, pour se renseigner, pour m'être renseigné, c'est une île, hein, comme tout le monde le sait. Il y avait très, très peu d'obésité jusqu'à une dizaine d'années. Et il y a eu les premiers McDo qui sont apparus bien après le continent, notamment un McDo à Bastia, qui est tout récent. Et de plus en plus, effectivement, la Corse montre des signes d'obésité, même plus importants maintenant que ce qui peut se passer sur le continent dans la région sud-est. Donc, on pourra discuter effectivement des causes. Vous pouvez déjà y réfléchir, parce que je vous poserai la question après dans la séance de questions. À quoi c'est dû que, par exemple, le Nord-Pas-de-Calais a une prévalence à l'obésité plus importante que dans le sud-est? Voilà, donc vous avez certainement des réponses à ça, où on pourra en discuter. Donc là, c'était juste pour vous résumer ce que je vous ai dit. Hein. Vous voyez qu'en France, il y a pas de surpoids 52,7%, surpoids à 32% et l'obésité est environ à 15-16%. Si on regarde l'évolution entre 1997 et 2012, vous voyez qu'il y a une augmentation de 8 à 15%, donc ça a quand même quasi doublé. Et maintenant, si on arrive à 2015, 2018, 2021, vous avez une stagnation entre 15 et 17%.
Alors, là, c'est pour juste vous illustrer que l'obésité, c'est quand même aussi dû au milieu socio-économique, on en parlera, et à ce qu'on mange et en fonction de là où on vit aussi. Parce que si vous allez alors à Grasse, hein, dans un café, ou à Nice, ou ce que vous voulez, en tout cas en France, si vous allez boire si vous demandez un petit déjeuner, si vous demandez un café et des croissants dans un bar en France, on va vous servir à peu près ça, hein, une tasse de café avec un croissant qui a à peu près cette taille. Si vous allez aux États-Unis, alors à l'époque où vous pouvez partir à un congrès, où vous pouvez voyager, si vous partiez aux États-Unis par exemple ou en Amérique du Nord, c'est plutôt ça qu'on vous servait lorsque vous demandiez un petit déjeuner. Donc vous voyez que les tailles sont nettement augmentées et maintenant les Starbucks, on en a même en France aux abords des aéroports, des gares, même dans les centres-villes. Et donc quand on calcule les calories, eh bien ça arrive à ça, c'est-à-dire que le petit déjeuner français est à peu près à 265 calories. Le petit déjeuner américain est à 570 calories. Vous voyez que ça double. Et donc, finalement, effectivement, en fonction du milieu de vie et du pays dans lequel vous vivez, vous pouvez également avoir une variation des calories et disons, de ce que vous pouvez ingérer. Il y a le milieu socio-économique qui est aussi très important. Et ça, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, dans le Nord-Pas-de-Calais, évidemment, il y a plus de personnes obèses. C'est-à-dire que si vous mangez une plaquette de beurre ou que vous allez au McDo, alors il y a plein d'étudiants qui vont au McDo parce que ce n'est pas très cher, ben, évidemment, c'est moins cher, mais il y a beaucoup plus de calories. Et si vous allez sur le marché, ça il y a à Nice, ou certainement il y en a à Grasse, ben, vous allez aller acheter des fruits et légumes. Alors évidemment, c'est plus cher, ça induit moins de surpoids et moins d'obésité, mais c'est beaucoup plus cher. Et donc, c'est peut-être aussi ça, le milieu socio-économique, qui fait, je vous ai donné une piste, qui fait que dans la région sud-est, il y a moins de prévalence à l'obésité et au surpoids, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus, le milieu, les familles dans le sud-est sont beaucoup plus aisées que dans le Nord-Pas-de-Calais, et donc ont beaucoup plus de facilité à aller acheter des fruits et légumes, par exemple, sur les marchés de la région. Donc là, on en vient au mécanisme un petit peu de la prise alimentaire. Et donc, la prise alimentaire, c'est une question de balance. Donc là, notez bien ce que vous n'avez pas compris, parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas forcément appris, mais on pourra en rediscuter par la suite. Donc, c'est une question de balance. C'est une balance entre les apports énergétiques et les dépenses énergétiques. Alors, les apports énergétiques, c'est ce qu'on mange. Les dépenses énergétiques, c'est ce que vous dépensez, c'est quand vous faites du sport, vous allez marcher. Donc, c'est cette balance qui fait que vous allez avoir un poids stable. Là, c'est une autre façon de le représenter. Hein. Donc, la balance énergétique, lorsque les deux courbes se croisent, vous avez un IMC égal à 25, donc un poids normal. Si vous avez plus de dépenses et moins d'apports, vous allez avoir un IMC qui a tendance à diminuer et donc, finalement, vous allez aller vers une perte de poids et une anorexie. Plus d'apports et moins de dépenses, vous allez avoir un IMC qui a tendance à augmenter, vous allez aller vers un surpoids et voire une obésité. Et donc, qu'est-ce qui contrôle tout ça? Eh bien, c'est le cerveau. En fait, c'est le cerveau qui est un peu notre tour de contrôle et qui contrôle notre envie de manger, qui contrôle notre comportement alimentaire. Alors, je vous l'ai amené là. Hein. Le cerveau, il est là. Je vous le ferai passer par la suite. Vous pourrez regarder les différentes régions de notre cerveau. Notre cerveau, c'est une maquette à taille réelle. Donc, c'est une maquette, il représente le poids, vous pourrez le peser tout à l'heure quand je vous le ferai passer. C'est le poids identique au cerveau humain. Alors, en général, les gens me disent « Ah oui, mais les femmes, elles ont un cerveau plus petit. » Ben non, les femmes, elles ont le même cerveau que les hommes. Alors, en plus, là, il y a beaucoup plus de filles. Alors, voilà, ça tombe bien. On pourra, je vous demanderai tout à l'heure, d'après vous, combien pèse un cerveau humain. Donc, vous pouvez réfléchir. Et donc, la petite région qui est importante dans la régulation du comportement alimentaire, c'est l'hypothalamus. Alors, vous savez que le cerveau, il est composé de plusieurs régions. Une région qui va vous permettre de parler, une région qui va vous permettre de voir, de sentir, d'entendre, une région qui est importante pour l'équilibre. Et donc, nous, la région qui nous intéresse dans le cas de nos études, c'est la région qui est importante pour la régulation du comportement alimentaire, et ça s'appelle l'hypothalamus. Je vais vous la montrer, puis vous la regarderez par la suite. La région qui est importante pour la régulation du comportement alimentaire, c'est cette petite région.
au milieu du cerveau. Voilà, elle est toute petite. Elle pèse quelques grammes comparé à l'ensemble du cerveau. Et ça, vous savez, vous avez peut-être entendu parler aussi, vous avez étudié le sommeil peut-être, des choses comme ça. C'est aussi une région qui est impliquée dans le sommeil. On en parlera un petit peu après. Donc, lorsque vous mangez, c'est ce que j'ai voulu vous représenter ici. Bien, effectivement, vous avez la prise alimentaire, hein. Vous avez un stockage des lipides dans vos tissus un petit peu, et tout ça va donner des informations au cerveau qui est un peu votre tour de contrôle. Donc là, c'est une autre façon de le représenter. C'était pour vous dire que c'était tout un système régulé, prise alimentaire, stockage de l'énergie, consommation d'énergie, stockage d'énergie dans les adipocytes, ou cellules adipeuses, hein, qui sont au niveau de votre ventre. Et donc, ça va donner des informations à votre centre de contrôle, qui est l'hypothalamus. L'hypothalamus, la petite région qui est au milieu de votre cerveau. Donc, je l'ai représenté ici. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Vous n'êtes pas forcément obligé de tout retenir, hein. Mais donc, lorsque vous prenez un repas, il y a un certain nombre d'hormones. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du terme hormone, ou en tout cas, oui, vous avez entendu parler de ça quand même. Donc, vous avez des molécules ou des hormones qui sont produites par vos organes, et notamment la gréline qui est produite par votre estomac, l'insuline qui est produite par votre pancréas, la leptine qui est produite par vos cellules adipeuses, vos adipocytes. Et tout ça, finalement, ça va donner des informations à votre cerveau et à votre hypothalamus qu'on appelle le centre de satiété. Alors, satiété, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça vous donne des informations, que ça vous dit stop, il faut arrêter de manger. Voilà. Et donc, quand tout fonctionne bien, normalement, votre cerveau, lorsque vous avez pris un repas, il va vous donner les informations nécessaires pour vous dire on n'a plus envie de manger, stop, on arrête de manger. Et c'est quand ce système est dérégulé que vous avez toujours envie de manger et que ça va conduire vers un surpoids ou une obésité. Alors, je vous ai mis ici je vais vous mettre quelques exemples de molécules ou d'hormones qui sont importantes dans la régulation du comportement alimentaire. Donc, une hormone importante dans la satiété, donc qui vous dit stop, il faut arrêter de manger, c'est la leptine, et qui est sécrétée par le tissu adipeux. Et l'hormone de la faim, c'est l'hormone qui va être produite lorsque vous faites un régime ou un jeûne. Donc, imaginons que vous arrêtiez de manger pendant une journée, et c'est cette hormone qui va être produite pour stimuler votre cerveau et pour vous dire là j'ai faim, il faut que je recommence à manger. Et donc ça c'est la gréline qui est produite et sécrétée par l'estomac. Alors la leptine, effectivement, là vous avez un repas, vous augmentez votre masse grasse, vous sécrétez la leptine, alors vous augmentez la masse grasse de manière ponctuelle, et donc ça va vous donner une sensation par la suite de satiété au niveau de votre cerveau, et vous allez diminuer la prise alimentaire, et vous allez dire stop, on arrête de manger. Donc là, c'était juste pour vous illustrer les modèles qu'on a au laboratoire, et nous, au laboratoire, on travaille sur des animaux, on travaille sur des souris. Et donc, il existe des modèles d'obésité, donc chez la souris, des modèles d'obésité génétique, et c'est une souris qu'on appelle OBOB. Donc, une souris normale, elle pèse à peu près 15-20 grammes. Une souris obèse, ça peut aller jusqu'à 60 grammes. Donc, elle peut tripler le poids. D'accord? Et donc, on a d'autres modèles d'obésité. Alors, ça, c'est pour vous illustrer, hein, la souris normale et la grosse souris, la grosse souris obèse. Ça, c'est juste pour votre culture personnelle. Vous connaissez peut-être, vous, des souris blanches. On n'a plus ça. Peut-être vous avez eu ça dans votre enfance, ces souris qu'on appelle balbecées. C'est des petites souris blanches. Ce n'est pas les souris qu'on utilise au laboratoire parce que ce sont des souris qui sont résistantes à l'obésité. Ce sont les souris noires qu'on appelle C57, BL6, Black 6 pour noir, qui sont de bons modèles d'obésité que l'on utilise au laboratoire. Alors, il y a d'autres modèles d'obésité que l'on utilise au laboratoire. Donc, on a ces fameuses souris qui sont OBOB, qui sont déficientes en cette hormone, la leptine. On a des souris DBDB qui sont déficientes en récepteur de la leptine. Alors, le récepteur de la leptine, je ne sais pas si vous avez cette notion de molécule qui va se fixer à un récepteur qui est présent sur un certain type cellulaire. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait liaison de la molécule sur le récepteur présent au niveau de la cellule. Et là, en l'occurrence, c'est nos cellules, les cellules du cerveau, ça s'appelle les neurones. Donc, il faut qu'il y ait présence de ce récepteur sur les neurones pour qu'il y ait effet de la leptine. Et donc, on a des souris qui sont
déficiente en ce récepteur. Et ça aussi, c'est des bons modèles d'obésité que l'on utilise au laboratoire. Et puis, on a des rats et des souris rendus obèses, qu'on appelle DIO, pour en anglais, c'est Diet Induced Obesity. Et c'est rendu obèse par un régime hypercalorique, donc hyperlipidique, c'est-à-dire que c'est un modèle d'obésité nutritionnelle. On donne à nos souris pendant 4, 5, 6 mois des régimes qui sont enrichis, donc c'est des petites croquettes qui contiennent beaucoup de lipides, beaucoup de sucre, et qui sont enrichis donc en lipides glucides, et qui vont permettre d'étudier le déploiement d'obésité nutritionnelle chez nos animaux. Alors, là, c'était juste pour vous dire que chez l'humain, parce que je vous ai parlé d'animaux, parce que c'est sur quoi on bosse, on travaille au laboratoire, mais il existe des cas de patientes obèses qui sont déficientes en leptine, cette hormone dont je vous ai parlé, cette hormone qu'on appelle l'hormone de la satiété. Et donc, ce sont souvent des patientes, des femmes d'une même famille, qui sont de petite taille, qui n'ont pas de sécrétion d'hormones de croissance, donc petite taille, qui ont des problèmes de thyroïde, avec un comportement alimentaire compulsif et un comportement social altéré. Elles présentent un hypogonadisme, ça veut dire qu'elles n'ont pas de développement pubertaire, pas de retard mental, et elles ne sont pas, ces personnes obèses n'ont pas de diabète de type 2 associé, comme dans le cas de personnes obèses dues à un régime nutritionnel. Donc, on sait maintenant soigner cette maladie, on sait maintenant que si on injecte chroniquement, régulièrement, toutes les semaines, une fois par semaine, cette hormone qu'on appelle la leptine, dès l'enfance, dès le plus jeune âge, on peut arriver à un poids complètement normal et ces personnes-là peuvent vivre toute leur vie avec un poids normal, à condition effectivement qu'elles reçoivent une injection de leptine régulière tout au cours de leur vie. La gréline, ça c'est une autre hormone. Alors, je ne sais pas si vous avez la notion d'acide aminé, mais c'est une molécule qui contient 28 acides aminés. Ça ressemble à ça. Lorsque vous jeûnez, que vous prenez plus, vous faites un régime, que vous ne mangez plus pendant un certain temps, cette hormone va être produite dans votre corps et elle va entraîner une sensation de faim avec une augmentation de nouveau d'envie de manger et une augmentation de la prise alimentaire. Là, c'était juste pour vous montrer, et ça, je vous montre ça, je montre les effets de la gréline, mais c'est valable pour toutes les hormones qui sont produites aussi bien dans vos organes comme le pancréas, l'estomac, mais également par le cerveau. Ces hormones-là, elles ont un effet sur la prise alimentaire, mais elles ont également un effet sur tout un tas d'autres fonctions physiologiques, comme le sommeil, l'anxiété. Elles ont un effet sur la pression artérielle, sur le débit cardiaque, sur la sécrétion d'insuline. Elles ont un effet sur la sécrétion de somatostatine, donc qui vous permet de déterminer votre taille, et également un effet sur le système de reproduction. Ce qui veut dire, ça c'est juste pour vous montrer que si on agit sur cette hormone-là, on essaye de traiter, d'utiliser cette hormone-là pour finalement traiter les dérégulations du comportement alimentaire, c'est très très compliqué et ça a finalement été abandonné par un tas de boîtes d'industrie pharmaceutique parce que si on touche les problèmes du comportement alimentaire, on va toucher les problèmes de sommeil et on va également toucher les problèmes de l'humeur. Et pour beaucoup, toutes les personnes traitées avec des médicaments qui pouvaient être en lien avec ces hormones-là sont devenues dépressives ou en tout cas ont eu des problèmes, des troubles de l'humeur. Et donc, si on maigrit et qu'on devient dépressif, ce n'est pas le but. Et donc, pour l'instant, c'est très, très compliqué de lutter contre l'obésité et de trouver un médicament efficace pour prévenir, voire contrer cette obésité. Alors là, ça devient très compliqué, je ne vous demanderai pas de retenir ça. Si vous avez quelque chose à retenir, c'est de dire que le cerveau, c'est celui qui commande le comportement alimentaire. Ce cerveau-là, il est constitué de plusieurs régions, d'accord, et dont la région qui est importante dans la régulation du comportement alimentaire, ça s'appelle l'hypothalamus, c'est écrit ici. Et cet hypothalamus, il est lui-même constitué de plusieurs noyaux, de plusieurs autres régions. Alors, il y a deux régions là, le noyau arqué, l'hypothalamus latéral, ça a des noms un peu barbares. Et ces régions-là sont elles-mêmes constituées de neurones. D'accord? Les neurones, c'est les cellules du cerveau. Et ces neurones, ces cellules du cerveau, elles produisent d'autres molécules qu'on peut appeler AGRP, NPY, POMC4, qui vont aller agir au niveau d'autres types de neurones. Et c'est cet ensemble-là qui va réguler la prise alimentaire. D'accord?
Alors, ces molécules-là, elles ont aussi des noms barbares et on dit qu'elles sont soit orexigènes, soit anorexigènes. Donc, les molécules orexigènes, ce sont des molécules qui entraînent une augmentation de la prise alimentaire. Les molécules anorexigènes, ce sont les molécules qui entraînent une diminution de la prise alimentaire. Voilà, ce sont des termes que vous pouvez retenir si jamais ça peut être important dans la suite de votre cursus. Alors, l'hypothalamus ici, là, c'est ce que je vous illustrerai un peu plus, de manière un peu plus ludique. C'est l'hypothalamus qui est constitué de différentes régions. Vous n'êtes pas obligé de retenir tous ces noms, hein. Les deux noyaux les plus importants, les deux régions les plus importantes de la régulation de la prise alimentaire, c'est le noyau arqué, ici en bleu, le noyau ventromédien, enfin même les trois noyaux, noyau arqué, noyau ventromédien et hypothalamus latéral. Si vous détruisez l'hypothalamus, une partie de l'hypothalamus, et notamment le noyau ventromédien, c'est la partie orange, vous allez entraîner une hyperphagie qui va conduire à une obésité. Une hyperphagie, ça veut dire accentuer l'envie de manger. Si vous détruisez un autre noyau que j'ai représenté ici en violet, comme l'hypothalamus latéral, à ce moment-là, vous allez entraîner une aphagie, c'est-à-dire une perte d'envie de manger, qui va aller vers une perte de poids. Donc ça, c'est pour vous dire que certaines régions de l'hypothalamus sont plus impliquées dans la perte de poids et d'autres sont plus impliquées dans la prise de poids. Donc là, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Donc tous ces réseaux neuronaux, toutes ces neurones qui sont impliqués dans la régulation du comportement alimentaire. Et donc lorsqu'il y a obésité, un cas d'obésité, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on a ce qu'on appelle la résistance à la leptine et à l'insuline. Ça veut dire que les hormones dont je vous ai parlé tout à l'heure, la leptine et l'insuline, ne peuvent plus agir sur ces neurones de l'hypothalamus. Voilà, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Résistance à la leptine ou à l'insuline, ça veut dire que la leptine produite par les adipocytes, l'insuline produite par le pancréas, n'ont plus d'effet sur les neurones qui sont constitués dans votre hypothalamus. Et à ce moment-là, voilà, elles n'ont plus d'effet. Donc, à ce moment-là, eh bien, on n'a plus de signaux qui disent qu'il faut arrêter de manger. Et à ce moment-là, vous allez avoir une envie de manger continue qui va amener à un cas d'obésité. Voilà, donc ça, finalement, c'est une autre façon de vous représenter les régions importantes dans l'obésité et dans la perte de poids au sein de l'hypothalamus, hein. Donc, noyau ventromédien important pour l'obésité, noyau de l'hypothalamus latéral plutôt important dans la perte de poids s'il est détruit. J'ai presque fini. Voilà, c'était pour vous montrer. Alors là, vous n'allez pas les retenir, hein. C'est des noms barbares de molécules qui sont impliquées dans la régulation du comportement alimentaire. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certaines molécules qui vont augmenter la prise alimentaire, ce sont les molécules orexigènes, et certaines molécules qui vont diminuer la prise alimentaire, ce sont les molécules anorexigènes. Là, pour résumer tout ça, j'ai essayé de vous représenter un pédalier de voiture. Alors, un pédalier de voiture un peu particulier, hein, parce que vous n'avez quand même pas 4 accélérateurs sur votre pédalier de voiture. Mais en tout cas, si on représente les acides aminés, en tout cas les nutriments, ce que vous mangez, et les hormones dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme la leptine ou l'insuline, et on représente ça sous forme de votre embrayage, les peptides anorexigènes qui diminuent la prise alimentaire sous forme, alors peptides, ce sont hormones ou molécules, hein, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais quand je dis peptides, ça peut être hormones ou molécules. Les peptides qui diminuent la prise alimentaire sous forme de frein et les peptides qui augmentent la prise alimentaire, les molécules qui augmentent la prise alimentaire sous forme de votre accélérateur. Et donc, finalement, ce qu'on peut résumer, c'est que si vous avez vos freins qui sont cassés, bien, vous allez avoir tendance à grossir. Si vous avez vos freins qui marchent, mais votre accélérateur, finalement, et vos peptides qui finalement est surexprimé, vos peptides orexigènes qui sont surexprimés, ben vous allez aussi avoir tendance à grossir. Je galère un peu avec ça. Et donc, si vous avez votre accélérateur qui est carrément, finalement, dérégulé, ben vous allez arriver vers une obésité morbide qui peut entraîner la mort. Tout ça pour vous dire que c'est très compliqué ce qui peut se passer sur le cerveau
des fois, finalement, ça peut être vos neurones qui sont impliqués dans la dérégulation du comportement alimentaire, qui expriment les peptides qui diminuent la prise alimentaire qui ne fonctionne plus. Des fois, ce sont les neurones qui augmentent la prise alimentaire qui ne fonctionne plus. Des fois, ce sont les deux. Et finalement, c'est l'ensemble de tout ça qui fait que vous allez avoir une dérégulation du comportement alimentaire et à ce moment-là, qui va pouvoir entraîner un surpoids, voire une obésité. Et c'est sur ça qu'on travaille au laboratoire, essayer de comprendre ces mécanismes et qu'est-ce qui fait que, selon certaines personnes, ces réseaux neuronaux ne fonctionnent plus et surproduisent telle ou telle molécule, soit les molécules qui entraînent la diminution de la prise alimentaire, soit celles qui entraînent l'augmentation de la prise alimentaire. Et donc, c'est sur ça, voilà, on travaille sur ça depuis des années, c'est de comprendre les mécanismes qui conduisent à telle ou telle dérégulation. Là, c'est pour vous dire, finalement, vous avez compris que c'est très compliqué de lutter contre l'obésité quand on est arrivé à une obésité importante, voire une obésité morbide. Et donc, c'est beaucoup plus important de prévenir avant qu'on soit obèse, d'où toutes les campagnes de prévention qu'on a depuis des années. Hein. Donc, il faut avoir des apports adaptés, manger suffisamment, mais pas trop, privilégier les protéines, viande, poisson, les légumes, fruits secs, féculents. Il faut effectivement faire attention aux accompagnements de cuisson, augmenter les dépenses, faire du sport. Et donc, tout ça se fait sur plusieurs jours. Je passe plus du tout. Appuyer sur un... On peut me passer, je suis presque à la fin. Donc, tout ça se fait sur plusieurs jours. Voilà, l'équilibre se fait sur plusieurs jours. On pourra discuter ensuite des couleurs qu'on peut mettre dans les plats. Par exemple, si on sait maintenant que le rouge et le vert peut favoriser l'envie de manger, ça on en discutera plus dans les cas finalement d'anorexie, si ça vous intéresse par la suite. Là, j'ai quand même plus développé le côté obésité. Mais il y a énormément maintenant d'hôpitaux qui travaillent avec des chefs cuisiniers pour essayer d'adapter la façon de présenter les plats, d'adapter les couleurs dans les plats. Parce qu'on sait que maintenant, les couleurs jouent beaucoup donnent des informations à votre cerveau et jouent beaucoup sur votre envie de manger et comment manger. Voilà, et donc pour finir, c'est le petit message que je tenais à dire. Donc, ce qui est bon pour la santé est bon pour le cerveau inversement. Nous, on a la chance effectivement d'habiter dans le sud-est de la France. Hein. Alors, on mange beaucoup d'huile d'olive, de fruits et légumes. Alors, je disais le régime crétois. On m'a signifié tout à l'heure que c'était le régime méditerranéen, mais oui, c'est les gens du sud qui mangent beaucoup plus, justement, en tout cas, ils produisent beaucoup plus d'huile d'olive. Alors, on en parlera après, hein, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle on a moins tendance à développer du surpoids et à être obèse dans le sud-est de la France. Voilà, donc je ne sais pas, voilà, j'ai à peu près fait mon temps. Je finis par ça. Si vous voulez, ça peut vous intéresser, ben voilà, je vous ai mis mon mail. Et puis, moi, je suis réceptive maintenant à toutes vos questions, à expliquer tous les termes que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas. Voilà, on est là pour répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup. Vous avez été super silencieux à compris. Je vous invite à applaudir, s'il vous plaît, notre